Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir. Moi je m'appelle Antoine et je vais animer cette conférence qui est organisée par la formation Léon Visual. On est très content d'être là. On avait déjà fait une conférence l'année passée avec Michel Stasevski, ceux qui étaient là, sur la sortie de son livre Palestinien-Israélien, dire l'histoire, déconstruire mythes et préjugés, entrevoir demain. Et c'était très chouette, on était très bien accueillis. Et donc ici on avait envie de faire, donc ça s'intitule Contre la droite et l'extrême droite, riposte unitaire. On s'est dit que suite aux dernières élections, déjà avant les vacances, on s'était dit que c'était pas mal de faire rencontrer divers militants, diverses personnes qui étaient actives dans différentes luttes. Et puis les dernières élections ici ont confirmé cette nécessité, nous semble-t-il. Enfin, j'espère que c'est partagé, mais on va voir. Peut-être des exceptions. Et donc, je vais vous présenter très brièvement les personnes qui vont parler, mais elles vont se présenter mieux que moi. Donc il y aura tout d'abord Daniel Richard, qui est syndicaliste, secrétaire régional de la FGTB de Verviers. Puis il y aura France Arrête, active dans les collectifs de solidarité avec les sans-papiers, donc entre autres le CRACP, collectif de résistance au Centre pour étrangers. Puis Marianne, militante dans le Front féministe unitaire. Et ensuite Clément et Aline, comme vous êtes deux, je dis que vos prénoms aussi, hein, membres de la coordination nationale antifasciste de Belgique. Donc ce qu'on a invité à faire, c'est d'abord voir en quoi, dans les terrains de lutte, il y avait des mesures antisociales et antidémocratiques qui allaient être prises par les gouvernements, et puis de manière générale. Donc faire un petit état des lieux, et puis proposer des pistes, des revendications, des alternatives, comment on pouvait s'en sortir quelque part. Et donc il y aurait un premier tour de 15 minutes à peu près pour chaque personne, et puis des questions, un échange par la suite. Voilà. Donc on peut commencer. Merci pour l'invitation. D'abord préciser qu'en fait, je m'exprime ici effectivement comme syndicaliste wallon. J'occupe la fonction de secrétaire régional de la FGTB de Verviers-Oost-Belgienne, qui est la plus petite instance de la FGTB. Mais ce que je dis peut engager ma régionale, mais sûrement pas en fait la FGTB qui est plus large pour des tas de raisons. En plus, je m'exprime en fait sur un territoire qui n'est pas le mien, donc je préfère à un moment donné fixer les balises. Comme j'ai croisé dimanche France dans les gares pour aller vers la manif, qui me signalait qu'il fallait quand même préparer un minimum. J'ai préparé un minimum. Et donc ça risque d'être long, donc n'hésite pas à me couper, parce que j'ai essentiellement 5 grandes choses à dire. Je vais évidemment détailler. Autour de la question, par rapport à ce à quoi nous sommes confrontés, que faire, comme disait quelqu'un d'un peu connu. La première chose, me semble-t-il, qui est indispensable, qui est nécessaire et pour laquelle il faudrait sans doute passer plus de temps que ce qu'on va faire ce soir, c'est se mettre d'accord sur un état des lieux et sur les menaces en fait qui pèsent sur nous de manière globale. Et puis tout de suite, à un moment donné, entamer les réflexions sur ce qui me semble devoir être fait. Et peut-être pour un syndicaliste, la première chose qui ne sera peut-être pas partagée par mon organisation, mais moi qui me semble devoir être fait, c'est urgemment renforcer les marges. Les marges en fait de la société, je vais essayer de m'expliquer si j'ai le temps là-dessus, mais c'est l'idée qu'en fait ce sont les marges qui tiennent la page, comme disait Godard, hein, mais j'y reviendrai dans 2 minutes. La troisième chose, qui est beaucoup plus consensuelle, c'est qu'on a un urgent besoin de reconstruire une gauche qui tire prioritairement sur la droite et pas sur la gauche elle-même. Que ce soit au niveau politique, mais aussi reconstruire une gauche au niveau syndical, et je vous dirais qu'il y a du boulot. La quatrième chose, à un moment donné, sur laquelle je voudrais attirer votre attention, c'est le ton qu'on doit employer. Et il me semble pour le moment que la riposte, même au niveau syndical, et même si je la partage, n'est probablement pas dans le bon ton. J'essaierai de m'expliquer. Tout à l'heure, on répond pour le moment avec des arguments hyper rationnels à des attaques qui visent en fait plutôt
un registre plus émotionnel. En fait, la chose pour moi, c'est la cinquième chose sur laquelle j'attirerai votre attention ce soir, c'est l'urgence de faire grandir à un moment donné dans la société le futur désirable qui est déjà présent. Et là aussi, en fait, il y a du boulot. Mais là, la chose d'abord qui me semble essentielle pour avancer ensemble, c'est de se mettre d'accord sur un constat. Sur un état des lieux, comme je le disais, un état des menaces. Et je pense qu'en fait, on doit parler d'une part d'un contexte global, et puis de choses en fait qui nous interpellent plus directement ici, chez nous, j'ai presque envie de dire. Dans le contexte général, je ne vais pas faire très original, mais on est en train de vivre en fait une COP19 au niveau de la biodiversité, et c'est probablement, ou ça devrait probablement être un point prioritaire, une urgence, puisque la vie sur Terre dépend de la vie. Or, il n'y a pas à dire, à un moment donné, elle est malmenée, la vie. 70% du vivant a disparu ces 30 dernières années, en masse. Hein. Je rappelle, en fait, comme les scientifiques, à un moment donné, qu'il a fallu sur les 30 dernières années, il a fallu 30 000 ans pour qu'après la chute de l'astéroïde sur la Terre, les dinosaures disparaissent. 30 ans, 30 000 ans, on voit qu'on est dans un phénomène d'accélération qui est impressionnant et qui, à un moment donné, devrait être une priorité. Alors, beaucoup plus discuté, il y a toute la question du climat. Ce qui m'a frappé à un moment donné cet été, c'est une information qui a fait 10 lignes dans l'Écho. Le titre, c'était x2. C'est un articulé, en fait, sur la commission scientifique qui travaille pour la Commission européenne, qui indiquait qu'un réchauffement de 2 degrés allait provoquer une mortalité, en fait, liée au climat correspondante, donc x2. Pour moi, c'était un article extrêmement important, même s'il était tout petit, parce qu'il donnait en fait une dimension de santé publique à un phénomène, à un moment donné, qui est appréhendé, probablement pas sous cet angle de santé publique. L'autre élément qui marque le contexte dans lequel nous vivons, c'est les derniers rapports en fait, concernant les limites planétaires. Je ne sais plus quelle limite a été passée. C'est la 6e ou la 7e, je ne sais plus, celles qui n'ont pas été dépassées. On nous explique que c'est parce qu'on n'est pas en capacité de mesurer à un moment donné l'état des lieux. Donc on est dans une situation où nous sommes en train de consommer les stocks de la planète et ça pose toute une série de problèmes concernant notamment la manière dont on va gérer les ressources qui, c'est bien connu depuis les années 70 et le rapport Midos, sont finies, alors que nos aspirations sont probablement beaucoup moins finies. En tout cas, les aspirations que la société et que le capitalisme développent à l'égard en fait, de ces ressources. Enfin, on est probablement à un point de basculement qu'on mesure encore mal, mais qui peut s'appréhender avec quelques éléments, alors de nouveau plutôt factuels. L'idée, par exemple, que les 500 plus grandes fortunes françaises ont multiplié leur patrimoine au cours des 10 dernières années par 5. Et le point de basculement, c'est l'idée que au cours des 10 prochaines années, ce ne sera plus possible. Ça, c'est, dans un système capitaliste, un peu angoissant. Ça veut dire que les dominants, à un moment donné, sont en train de buter eux-mêmes en fait, sur une limite, quoi. On sait qu'en fait, matériellement, physiquement, il ne sera pas possible de réitérer ce que les grandes fortunes viennent de faire au cours des 10 dernières années. Ça, c'est le contexte dans lequel, en fait, les choses s'inscrivent pour tout le monde, j'ai envie de dire. Mais chez nous, de manière plus particulière, effectivement, comme tu l'as dit en fait en introduction, le contexte était fort marqué par des élections, une succession d'élections. Et j'ai presque envie de dire que la disparition des écologistes ne change pas le problème. Et pourtant, c'est vraiment l'impression qu'on a, puisque quand on regarde en fait les différentes déclarations gouvernementales, en tout cas celles qui sont déjà accessibles, je pense à la déclaration de politique régionale, je pense à la déclaration de politique communautaire, à ce qui se dit à un moment donné sur la déclaration gouvernementale de la future Arizona, les préoccupations dont j'ai parlé en termes de contexte ne semblent absolument pas prises en compte d'aucune manière. Par ailleurs, on donne en fait à un moment donné, quand on lit les commentaires qui sont faits autour des résultats, l'impression en fait que la société connaîtrait en fait une droitisation majeure. Moi, je suis
peu critique en fait à l'égard de cette approche, parce qu'elle gomme en fait un certain nombre de choses. Alors je m'étais dit que je n'allais pas parler en fait des défis qui sont liés en fait aux migrations, puisque France va en parler, à la place des femmes à un moment donné, ou la question des genres, parce qu'on va en parler aussi, ainsi que le fascisme, puisque les intervenants suivants vont mettre la focale sur ces points-là. On doit quand même remarquer qu'en fait, en tout cas en Wallonie, les deux élections qu'on a connues, que ce soit au mois de juin ou que ce soit au mois d'octobre, par rapport à la problématique de l'extrême droite comme expression politique, il y a quelque chose qui a bougé. À ma connaissance, il n'y a plus qu'un conseiller communal à Moucron, si je me souviens bien, qui se réclame à un moment d'une liste d'extrême droite en Wallonie. Donc, on doit nuancer. On vous l'a dit, je viens de Verviers, j'étais évidemment extrêmement attentif à un moment donné aux élections communales à Verviers. Je suis consterné, mais littéralement consterné, la manière dont la presse parle des résultats, parce que moi je vais voir à un moment donné les résultats concrets. Je vous donne en fait quelques éléments. Georges Louis Boucher se glorifie à un moment donné d'avoir un bourgmestre libéral à Verviers, ce ne sera pas faux. Mais en 2012, le MR à Verviers au conseil communal de mémoire faisait 10 sièges. En 2018, 6. En 2024, 4. 4 sièges dans un cartel créé pour l'occasion en 2024. Quand je fais le total, donc cartel avec les engagés, avec un mouvement citoyen, un nouveau Verviers et Défi, le total en fait de ces 4 partis, et le résultat du cartel, c'est une disparition en fait de 7% des voix. À Verviers, en 2018, l'extrême droite, qui présentait 3 listes, faisait pratiquement 9% de l'électorat. Aujourd'hui, ils sont écartés. Quand je fais le total de la droite en 2018 et de l'extrême droite, j'arrive à 51% en 2018. Quand je fais PS, PTB, Écolo en 2024, j'ai 51% des voix. Alors ça ne se traduit pas dans les compositions, mais à un moment donné, ça indique ce que j'essaye de dire, c'est-à-dire à un moment donné que on doit à un moment donné réfléchir à la droitisation du paysage politique ne correspond pas forcément à la droitisation en fait de la société. Je vous renvoie en fait pour approfondir cette question à un bouquin qui vient de sortir de Vincent Tibérich qui porte sur la France, qui analyse à un moment donné toute la problématique de l'abstention, mais qui analyse aussi ça en disant si on avait fait plutôt qu'une élection un référendum, par exemple sur la question des retraites, on aurait constaté qu'en fait la société française ne se droitisait pas. Si on regarde à un moment donné toutes les avancées en matière éthique, il est clair qu'en fait on ne peut pas dire qu'en fait la société s'est droitisée, même si le paysage politique s'est droitisé. J'essaie d'accélérer pour vous dire à un moment donné 2 mots sur la DPR qui sont effectivement marqués par 2 éléments absolument complètement fous. C'est l'ode en fait à la propriété, ce qui indique déjà bien une orientation idéologique. Et puis un autre élément dont personne ne souligne, c'est qu'il y a un articulé dans la DPR qui va empêcher une politique de gold plating. Alors, j'imagine que pas grand monde ne sait ce que c'est, mais c'est simplement en fait la possibilité pour la région wallonne de faire mieux que les réglementations, par exemple européennes. On imagine en fait que le CETA, la position de la région wallonne sur le CETA ne serait plus possible aujourd'hui parce qu'en fait il y a un engagement en fait d'appliquer cette règle du gold plating, c'est-à-dire de ne pas créer une réglementation qui handicape la compétitivité de la région au-delà de ce que font d'autres régions d'Europe, par exemple. Dans l'Arizona, là, à un moment donné, je vois que l'heure tourne, donc je ne vais pas, à mon effet, faire le détail, mais on voit bien que les mesures qui sont discutées en matière de fiscalité, comme en région wallonne d'ailleurs, c'est cadeau aux riches, cadeau au patronat, des avancées, on en reparlera peut-être dans le débat en matière de flexibilité. La Sécu va être détricotée. Je prends une seule branche, le chômage. On arrive au moment où, en Belgique, dans les prochaines années, en fait, 2 prochaines années au maximum, le nombre de chômeurs qui sont non indemnisés, c'est-à-dire qui ne bénéficient pas d'une allocation de chômage, mais qui sont en fait sans emploi, sera supérieur au nombre de chômeurs qui sont indemnisés. Ça veut dire qu'on a coupé une branche de la sécurité sociale. Et vous avez vu que s'il y a une limitation dans le temps à 2 ans, ça va aller plus vite qu'imaginé. Alors, dans ce contexte général, en fait, que font les dominants ? Dans un contexte de limitation des ressources, etc., on a l'impression en fait qu'ils sont en train de presser le citron, de continuer à presser le citron pour récupérer les dernières gouttes. Après nous les mouches, ouais, mais quelles mouches ? Donc dans ce contexte, à un moment donné, ce qu'il faut faire
Alors je vais effectivement essayer d'aller vite. Renforcer les marges, pour plein de raisons. En fait, c'est parce que c'est dans les marges en fait, que les changements de société s'opèrent. Rappeler à un moment donné une constante historique, 3,5% de la population dans les rues, c'est ce qui amène dans l'histoire des 200 dernières années des révolutions. En Belgique, ça fait 350 000 personnes. Encore 3 minutes, super. 350 000 personnes dans les rues. La question qu'on doit se poser, c'est comment on peut travailler à ça. Renforcer les marges, on parlait tout à l'heure de code rouge. Vous avez vu, à un moment donné, et j'ai oublié de vous le dire aussi, qu'indépendamment des déclarations de politique régionale, il y a aussi une attitude en fait, de la justice qui est de plus en plus répressive. On a connu en fait les condamnations de syndicalistes sur le pont de Cherat. On a connu avant les élections des phénomènes de censure, après les élections des phénomènes en fait, de procédure Bayon. Je fais référence à ce qui se passe à Andenne avec le bourgmestre Dekens. On a un camarade, Antoine Fanara, qui était présent en fait quand je ne sais plus qui, comment il s'appelait moi, le type de la NVA qui était ministre. Vranken est venu et qu'on l'a contesté, il y a eu un vol de chaises, donc il y a une procédure judiciaire. On a un camarade qui n'a pas acheté de chaise, mais qui se retrouve en justice à un moment donné accusé d'avoir une concertation préalable pour jeter le trouble. On a aussi des problèmes avec la justice. Je disais, priorité, reconstruire les marges, reconstruire une gauche en fait, qui tire prioritairement sur la droite. Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect politique. Là, je dis, moi, je ne suis pas vraiment versé en fait, dans cet aspect des choses, mais à l'évidence, à un moment donné, il y a une réflexion à avoir sur le comportement des partis politiques de gauche qui ont mené des campagnes où, à un moment donné, on avait l'impression qu'en fait, la priorité, c'était de discréditer non pas la droite, mais la gauche. Je ne fais pas l'arbitrage entre les uns et les autres. Mais quand même, vous dire que je ne m'exprime pas au nom de l'organisation syndicale, vous allez comprendre pourquoi aussi, mais je pense qu'on doit reconstruire aussi une gauche syndicale. Je suis proche de la pension, donc j'ai non seulement une parole peut-être un peu plus libre, mais peut-être aussi, en fait, je commence à prendre de la distance, mais l'évolution, en fait, des organisations syndicales, pas rien que la mienne, qui donne, en fait, à un moment donné, qui met un accent tonique, à un moment donné, sur les problèmes plus de centrale, une approche plus corporatiste, me semble être problématique. L'autre problème, c'est que là, c'est dans mon organisation syndicale où on a fini à un moment donné par exclure des gens qui avaient été élus aux élections sociales, singulièrement ici à Liège. C'est pour moi totalement incompréhensible. Et je suis persuadé qu'en fait, les gens qui ont exclu de la FGTB, en fait, ces militants remarquables, ne savent eux-mêmes pas pourquoi ils les ont exclus, ce qui pose un problème sérieux. Sans vous parler à un moment donné du risque de dérive clientéliste aussi à l'intérieur même de l'organisation syndicale, parce qu'elle est confrontée à une pression en fait, sur son propre financement et donne priorité en fait, pour le moment à la question des services. Il me reste encore une minute ou deux juste pour vous dire trouver le bon ton. Pourquoi est-ce que ça me semble important? Vous avez vu qu'en fait, Boucher et la droite a mené une campagne absolument extraordinaire et super efficace en se réappropriant la valeur travail. Et comme organisation syndicale, et franchement, je me tire une balle dans le pied ou je me flagelle moi-même, j'ai participé à ça, hein, parce qu'on a donné une réponse factuelle. Un seul exemple, il s'est battu pour qu'il y ait une différence de 500 € entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. On a fait la démonstration, mais qu'elle existait déjà. Je pense en fait que c'est inefficace, parce que nous avons répondu de manière intellectuelle, argumentée, rationnelle, à une approche où nous n'avons probablement pas mis en avant la question de nos valeurs. Et je pense qu'en fait, il est urgent de remettre les valeurs de la gauche au cœur des discours. Dernier élément, faire grandir le futur désirable déjà présent. Ça, c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur en fait, au niveau de Verviers. Parce que sur le territoire sur lequel on travaille, on a des expériences pilotes de transition. Et il nous semble à un moment donné que c'est aussi un axe de travail qu'on doit porter. On parle beaucoup, à juste titre, de la nécessité aujourd'hui de relocaliser les entreprises. À Verviers, nous plaidons à un moment donné pour avoir une réflexion, et plus qu'une réflexion, pour relocaliser rapidement la satisfaction des besoins primaires de la population, des besoins primaires des gens. Toute la question de l'eau, je n'ai pas le temps d'en parler ici, la question de l'alimentation, la question d'un minimum d'énergie, la question du logement, la question de santé de première ligne et la question de la culture, ce sont vraiment les besoins de base. Et donc, en tout cas sur l'alimentation, ça nous semble être un vecteur absolument indispensable, de manière à reprendre du pouvoir sur nos propres vies. J'ai dépassé, je pense. Voilà. J'avais dit. Merci beaucoup.
Avant de passer la parole à Franck, je veux bien récupérer un petit papier où il marquait 3 minutes dessus. Merci. Et juste pour celles qui seraient intéressées, si j'ai bien trouvé le bon livre, le livre de Vincent Timage dont Daniel parlait, c'est La droitisation française, mythe et réalité, qui est sorti en 2024. France. Bon, je vais aussi essayer de ne pas dépasser. C'est un peu compliqué parce que moi je voulais, en fait, bon, on ne sait pas tout ce qu'il y aura dans la déclaration Arizona, mais on sait tout ce qu'ils ont déjà fait avant. Et donc moi, je ne veux pas faire l'économie de parler de toutes les attaques qu'on a vécues avant, dans les gouvernements précédents. Et évidemment, pas seulement des attaques, mais puisqu'on est là pour construire une riposte, parler aussi des résistances qu'il y a eu pendant toute cette période-là, et qu'il s'agisse de ripostes associatives, syndicales, de groupes militants, de sans-papiers eux-mêmes. Et donc je voudrais reprendre un constat, mais ça on l'a déjà dit 1000 fois et tout le monde le répète, que finalement les thèses du Vlaamsblok, même si l'extrême droite de façon formelle n'est plus là en Wallonie, elles ont percolé de plus en plus au fil. Je vais prendre les années, vraiment les dernières, enfin depuis 2014, les 10 dernières années, elles ont percolé de plus en plus pour ce qui est de la droite. Comme on le verra dans le programme sur l'immigration, programme qui va être peut-être repris tel quel dans la déclaration Arizona, c'est du copier-coller, c'est pas compliqué. Et pour ce qui est de la gauche, on a toujours eu ce problème pendant nous qui militons, par exemple pour la régularisation des sans-papiers. On a ce problème que toujours on nous dit oui, qu'on met en noir sur blanc la régularisation des sans-papiers dans les programmes, tant PS que par exemple écolo, et puis qu'après, les discours et les actes, ça ne correspond pas, ils sont totalement en deçà. Et ça, c'est ce qu'on a vécu très fort avec le gouvernement Vivaldi. Mais je voudrais bien d'abord reparler du précédent du gouvernement, la suédoise, le gouvernement Michel de Wever et Franken en particulier, puisque il y a eu plein de choses qui se sont passées à ce moment-là, qui ont été très dures, qui vont revenir de façon sans doute encore plus dure. Donc d'abord, je voulais quand même rire un peu, enfin j'ai un peu ri quand même quand j'ai cherché un petit truc sur Wikipédia, je voulais vérifier une date, je me dis, je tape Theo Franken, et puis je lis, Theo Franken est l'artisan de la ligne dure au sein de la NVA, que le parti d'extrême droite Vlaams-Belang lui reproche de lui avoir volé. Ce qui lui a valu le nom de Xerox dans les rangs de ce parti. Et c'est Theo Franken qui aujourd'hui préside le groupe de travail migration dans la négociation Arizona. Alors qu'est-ce qu'on a vécu? Parce que je vais aussi essayer de ne pas être trop long pendant ces années de la suédoise, un durcissement énorme de la politique migratoire avec énormément d'expulsions. Par exemple en 2017 on a 9000 personnes qui auront quitté le territoire réellement. On a la traque des migrants, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est important de se rappeler ça, ce qui s'est passé autour du parc Maximilien à Bruxelles, où après la crise soi-disant de l'asile, c'est-à-dire en fait crise de la gouvernementale parce qu'on ne veut pas accueillir et qu'on ferme des places d'accueil, beaucoup de personnes vivaient au parc Maximilien, et donc là il y a eu de véritables tracts. Theo Franken disait « je veux nettoyer » le parc Maximilien, rien de moins, et tant à faire, nettoyer aussi les rues, les gares, les transports en commun, etc. Il a aussi augmenté les redevances à payer pour faire une demande de régularisation, et puis il a créé des nouvelles choses, telles que la notion de traquer les mariages blancs, enfin ça existait peut-être déjà, mais même les bébés papiers, puisque on fait des bébés pour avoir des papiers, c'est bien connu, et les administrations communales doivent traquer ce que lui a appelé des bébés papiers. 2018, c'est vraiment une année noire. C'est l'année où Maouda, âgée de 2 ans, la petite Maouda, a été assassinée justement dans une de ces traques policières sur une autoroute. C'est l'année où Theo Franken remet des familles et des enfants en centre fermé, ce qu'il n'y avait plus depuis
2009, et où il met il crée son master plan. Le master plan, c'est un plan qui consiste à créer des nouveaux centres fermés. Alors ces nouveaux centres fermés, il y en a un qui sera ouvert sous cette législature en 2019, c'est celui de Holsbeek pour femmes. Mais les autres, c'est le gouvernement Vivaldi qui va reprendre le plan et qui commence la construction du centre fermé à Jumet, où on a manifesté le 22 septembre, qui en prévoit aussi à Zandvliet, un nouveau à Yabeek pour remplacer celui de Bruges, et un nouveau encore à côté du 127 bis. Et donc ça, c'est pour cette période. Et je voudrais dire qu'à ce moment-là, et je trouve que c'est important de tirer les leçons pour maintenant, face à cette horreur, il y a eu finalement des résistances extrêmement importantes. Je vais en voir de trois types. Parc Maximilien, qu'est-ce qu'on a eu tout de suite? Mobilisation citoyenne. Donc des citoyens qui au départ ont aidé les personnes qui étaient dans le parc, et puis qui à partir de 2017 ont constitué la plateforme citoyenne d'hébergement, c'est-à-dire loger des personnes migrantes à la maison, et avec vraiment un objectif d'engagement solidaire et de désobéissance civile. Pendant cette période-là, les sans-papiers, de leur côté, ont eux recommencé à occuper des bâtiments. Bon, nous, on a bien connu Liège avec la Voix des sans-papiers de Liège, mais à Bruxelles, il y avait beaucoup. Il y avait la Voix des sans-papiers de Bruxelles, Collectif Evola, Comité des femmes sans-papiers et encore d'autres groupes, donc qui sont rentrés dans une dynamique d'occupation de bâtiments avec autour d'eux des soutiens. Troisième dynamique, c'est justement ce soutien large où on a quand même constaté autour, notamment des sans-papiers, une aide concrète qui s'est développée, un lobby politique et aussi un soutien d'associations et des organisations syndicales, avec un autre axe qui était aussi de faire pression sur les villes, les communes, en se battant pour obtenir des motions villes hospitalières dans différentes communes. Donc ça, c'était pour cette période-là. Pour la période qui suit, alors qui est la période de la Vivaldi, à ce moment-là, il y a plein d'espoir, du côté notamment des sans-papiers. On a un autre gouvernement, on va mener campagne pour la régularisation, on va obtenir quelque chose. Et il y a beaucoup d'actions, d'activités en 2019, avant les élections, qui sont portées par la Coordination nationale des sans-papiers. On a l'épisode Covid qui est un moment vraiment important. Je crois que tout le monde ne sait toujours pas, mais il y en a beaucoup ici qui le savent, mais que notamment les femmes sans-papiers ont été les premières à coudre des milliers de masques qui ont été déposés dans des maisons de repos, des maisons de soins, etc. Et qu'elles ont sauvé des vies. Et à ce moment-là, il y a une campagne qui se mène pendant le Covid qui est vraiment intéressante. Elle s'appelait « Déconfinons les droits des sans-papiers contre le virus. La régularisation, c'est maintenant. Régulariser, c'est humain et juste ». À ce moment-là, on a par exemple aussi un soutien à Liège du conseil communal avec une motion pour la régularisation. Donc ça bouge. Ça bouge. PS Écolo s'était engagé pour la régularisation, mais je veux dire, ça bouge dans la rue, mais il n'y a rien qui bouge en matière de régularisation. Il y a alors un épisode encore plus grave, c'est l'épisode de la grève de la faim qui a été menée par l'Union des sans-papiers pour la régularisation à notamment l'église du Béguinage à Bruxelles. 60 jours de grève de la faim, une situation qui devient alarmante, critique, avec des gens qui passent à la grève de la soif, et négociations, promesses. On arrête la grève de la faim et puis après, les dossiers vont être traités un par un avec extrêmement peu de régularisation. Je vais accélérer pour passer après à la période actuelle. On a encore une grande campagne pour la régularisation, We Are Belgium Too. On a la campagne In My Name qui arrive à amener au Parlement une proposition de loi pour la régularisation, mais qui va être également très rapidement écartée. Et puis alors, on a la période, j'arrive en 2022, vous voyez, je me rapproche. En 2022, on a l'accueil des réfugiés ukrainiens. Et là, on se réjouit évidemment de cet accueil, en soulignant quand même que c'est beaucoup de citoyens qui ont d'abord accueilli.
Mais on voit que c'est un accueil à géométrie variable. Les autres réfugiés qui viennent d'une autre guerre, qui n'est pas aussi médiatisée, qui viennent d'une situation de discrimination, de violence, de persécution, etc., pour eux, il n'y a rien qui change. Mieux encore, comme je disais, ce gouvernement Vivaldi va reprendre à son compte le master plan, donc de construction de nouveaux centres fermés. À ce moment-là, on a un changement de secrétaire d'État. On passe de Nicole Demore à le contraire, de Sami Mehdi à Nicole Demore. Et qu'est-ce qui va se passer alors? Nicole Demore dit tout simplement, les demandeurs d'asile, et c'est ce qui se passe pour le moment, les demandeurs d'asile hommes seuls ne peuvent plus être hébergés, ils n'ont qu'à rester dans les rues. Et enfin, toujours pour terminer cette période, je termine là-dessus, mais il faut savoir que toutes ces choses-là, ce qui est fou, c'est qu'il y a des choses qui ont été votées un mois avant les élections par ce gouvernement Vivaldi, qui voulait il fallait se dépêcher, Nicole Demore voulait se dépêcher. Et donc ça donne quoi? Une politique de retour proactive, par exemple. Ça veut dire que les personnes qui ne collaborent pas avec l'Office des étrangers, lorsqu'elles sont convoquées par des coachs ICAM pour accepter un retour volontaire, donc si elles ne collaborent pas, eh bien, elles vont tout de suite être mises sur des listes pour être arrêtées. On a vécu un cas il n'y a pas longtemps à Liège. Heureusement, la personne a été libérée du centre d'Holzbeek. Elle a été libérée parce que notamment, à la fois, le traitement de son dossier n'avait pas été correct et à la fois, il y avait une arrestation à domicile, une visite domiciliaire que le gouvernement Arizona compte bien remettre en place, mais pour le moment, c'est interdit. On s'est battu pour que ce soit interdit. Vous entendez évidemment tous les jours parler du contexte européen. Et donc là, je voulais simplement dire un mot là-dessus. On est en train de parler de l'Albanie qui veut construire, l'Italie qui veut construire des centres en Albanie pour qu'on y traite les demandes d'asile et les expulsions, notamment des migrants qui arrivent par la mer. Mais l'Italie, elle n'a rien inventé. Tout ça, c'est dans le pacte. C'est dans le pacte qui a été voté par tous les pays de l'Union européenne, pacte asile et migration. Tout ce que l'Italie fait, c'est anticiper. Le pacte, il était prévu progressivement, on va faire tout ça. Il y a des mesures qui devaient s'appliquer en 2027, eux, ils veulent les appliquer en 2024-2025. C'est tout. Mais ce sont des mesures qui ont été votées. Le fait de décider très clairement, on va sous-traiter les demandes d'asile, on va construire des centres fermés pour 30 000 personnes à l'extérieur des frontières européennes. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on est. Et alors maintenant, sur le pacte asile et migration, je ne sais pas si vous avez, certains d'entre vous ont peut-être, je dois un petit peu me calmer. Donc je veux dire, sur la déclaration Arizona, peut-être que vous avez entendu ou lu ce qui était notamment dans le soir aujourd'hui, à savoir que ils ne sont absolument pas d'accord. C'est normal, puisque qu'est-ce qu'on trouve dans les mesures qui sont proposées, qui viennent du MR et de la NVA, bien entendu. Ce qu'on trouve, c'est il faut enfermer d'abord, enfermer, expulser un maximum de personnes qui ont eu un ordre de quitter le territoire, peu importe leur parcours. Vous avez sans doute entendu parler du cas de Sabine en région liégeoise. Sabine qui a un restaurant, un salon de coiffure qui est maintenant au centre fermé de Holzbeek. Enfermer, expulser, abréger les procédures, déplacer effectivement les personnes, avoir aussi des centres de retour à l'extérieur. Quelque chose qui a aussi fuité dans la presse, ça c'est une proposition de Franken, c'est pour demander la nationalité, jusqu'à aujourd'hui c'était 150 €, 5 000, pourquoi pas. Mais ça c'est vraiment une proposition à lui. Le droit au regroupement familial, il va devenir de plus en plus difficile. Il faudra aussi être très riche pour pouvoir faire un regroupement familial, etc. Donc on voit aussi ce que ça donne là où l'extrême droite arrive au pouvoir, à Ninove, où ils disent déjà, évidemment, les logements sociaux, comme c'est dans le programme de la NVA, les logements sociaux, ça doit être réservé aux Belges. Donc on voit qu'il y a vraiment plus grande différence entre Vlaams Belang et NVA en regardant ces programmes-là. La sécurité sociale, idem.
il y avait une mesure, un projet qui ait plus de sécurité sociale pour des personnes d'origine donc migrantes avant 5 ans. Donc il faudrait 5 ans de résidence légale pour avoir droit, je parle bien des personnes avec titre de séjour, pour avoir droit à une sécurité sociale. Donc c'est vraiment la catastrophe. Et face à ça, quand même, parce qu'on a parlé des engagés, ça passe pas tout seul quand même, tout ça au niveau des engagés, qui avaient d'un côté comme priorité la santé et de l'autre côté quand même certains aspects par rapport aux migrations, notamment la question de la régularisation dans différentes situations. Et donc, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que le problème, c'est que, vous les avez entendus, Franken, Bardot-Wever, etc., dire si tout va passer, c'est comme ça, ce ne sera pas autrement, on va appliquer notre politique migratoire. Bon. Par rapport, malheureusement, il me faudra peut-être 2 minutes juste pour la riposte. Donc pour nous, c'est vraiment, et c'est pour ça que je voulais reprendre les différents exemples du passé, c'est qu'on est arrivé quand même à constituer des fronts. Des fronts, par exemple, entre nous, CRACP, Comité de soutien aux sans-papiers, et le Front antifasciste, avec les syndicats, où, par exemple, les écoles des solidarités de la FGTB organisent des sans-papiers, sensibilisent autour de la question des sans-papiers, et au niveau de la CSC, on a un exemple aussi avec la Ligue des travailleuses domestiques sans papier à Bruxelles. Il y a tout ce qui est associatif, il y a les associations, il y a la plateforme citoyenne. Et donc, moi, ce qui me semble vraiment extrêmement important, c'est que tout ce vivier se mette ensemble et se mette à lutter ensemble, et aussi interpelle les partis maintenant dans l'opposition pour leur dire, voilà, c'est fini. Retrouver un peu les valeurs qui devraient être les vôtres, retrouver la défense des droits humains, retrouver la défense du droit d'asile, etc., etc. Et je pense vraiment pour terminer que je pense notamment à la question syndicale. Les sans-papiers, ils ne vivent pas de rien. Les sans-papiers, ils vivent la plupart du temps en travaillant. Et ce travail, c'est la surexploitation, c'est dans la construction, c'est dans le care énormément, donc les soins aux personnes âgées par exemple, c'est le nettoyage, c'est l'ORECA. Et donc, il y a là des travailleurs surexploités, et bien entendu, ça arrange très bien le patronat et les partis politiques qui les soutiennent de ne pas régulariser, puisqu'ils ont cette manne de travailleurs sans papier qui permet aussi de faire pression sur les salaires des autres personnes. Donc voilà un exemple qui montre bien la nécessité des alliances. Et voilà, je vais m'arrêter, j'avais encore des choses à dire. Mais... Merci. Bonsoir. Moi c'est Marianne, je fais partie de la gauche anticapitaliste, donc qui est une organisation politique révolutionnaire qui défend un projet de société éco-socialiste et égalitaire, et on est actif dans différents mouvements sociaux, dans différents domaines comme l'écologie, les luttes antiracistes, les luttes féministes évidemment. Et moi du coup je suis dans les féministes anticapitalistes. Et avec les féministes anticapitalistes, on avait fait un gros constat au lendemain de cette gueule de bois électorale. On s'est dit que ça allait mal se passer. Et on s'est dit aussi que ce qui nous inquiétait pas mal, c'était que le mouvement féministe, en l'état actuellement, il était plutôt mou, démotivé, voire complètement apathique. Et on s'est dit, l'urgence, elle va être là. Il va falloir reconstruire quelque chose pour pouvoir construire un rapport de force dans les 5 années à venir. Ça va vraiment être ça, notre horizon de lutte, pour ainsi dire. Et on s'est dit que pour reconstruire ce rapport de force, ce qui allait être nécessaire, c'était vraiment de fédérer en fait, le mouvement féministe vraiment au niveau belge. Bon, là dans les faits, ça a plutôt commencé au niveau bruxellois, parce que c'est là qu'on avait le plus de prise et de connaissances. Et donc on s'est attelé à ça en lançant en fait avec d'autres organisations le Front féministe unitaire. Donc le Front féministe unitaire, c'est un rassemblement de collectifs féministes, d'associations féministes
de bases syndicales et de partis de gauche non gouvernementaux. Donc le but d'un front unitaire comme ça, c'était vraiment de viser large, d'être le plus large possible, parce que je viens d'évoquer le fait qu'il fallait reconstruire, recréer un rapport de force qui pourrait nous permettre de lutter et d'aller arracher des victoires. Ça ne se fait pas à deux dans un coin, voilà. Et aussi, il a été évoqué tantôt qu'il fallait reconstruire en fait une gauche, et bien ça participe en fait tout à fait de ça, les fronts unitaires comme ça. C'est de montrer qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent chacune de leur côté, qui sont dans des organisations différentes, qui ont chacune leur agenda, leur programme, etc. Et qu'en fait, ce qui est vraiment essentiel si on veut avancer, c'est de construire des ponts entre ces organisations. C'est pas toujours chose aisée. Ici, nous, notre première action en tant que Front féministe unitaire, ça a été en fait une manifestation le 28 septembre dernier sur la question de l'avortement, en fait, parce qu'actuellement en Belgique, c'est assez catastrophique. Au niveau politique, ce qui est décidé, ou plutôt non décidé à ce niveau-là. Ça a assez vite émergé dans les premières réunions collectives que c'était un thème de lutte sur lequel il était facile de se mettre en mouvement assez rapidement et de mobiliser rapidement. Donc voilà, ça avait lieu le 28 septembre, parce que pour le contexte en fait, politique, en 2019, lorsqu'il y a eu la formation de la Vivaldi, une proposition de loi pour en fait allonger le délai d'accès à l'IVG, dépénaliser l'IVG aussi en Belgique, supprimer le délai de réflexion, a été complètement mise au frigo pour permettre la formation du gouvernement Vivaldi. Tout ça parce que le CDND a dit non, nous on veut pas. Donc voilà, ça en dit long. Ici, vu que c'était la fin de cette législature-là, il y avait moyen en fait de revoter cette loi qui allait passer en fait c'était ici en septembre d'ailleurs, fin septembre. Sauf que la situation, enfin, on était presque sûr que ça n'allait pas passer parce que la situation était telle que, avec les futurs partenaires gouvernementaux, donc l'EMR, les engagés, la NVA, Voreut et le CDNV, nos super copains, on savait que la loi n'allait pas passer parce qu'en plus, ils s'étaient mis d'accord, vu que les négociations étaient en pause à cause des élections communales, de ne pas voter des lois qui risquaient de mettre dans l'embarras les futurs partenaires potentiels. Donc dans les faits, le Parlement est bloqué, tant qu'ils n'ont pas formé un nouveau gouvernement. Mais bon, dans un sens, ça nous a arrangé que la loi ne passe pas, parce que ça a renforcé en fait, le momentum politique, et ça renforçait vraiment notre discours sur la nécessité de s'organiser pour lutter. Voilà. Une chose qui est importante avec les fronts unitaires aussi, en fait, c'est pas facile, clairement. Il faut pas non plus vendre du rêve, il n'y en a pas, mais c'est pas pour ça qu'on n'y arrive pas et que c'est pas efficace. Il faut venir avec cet état d'esprit en se disant on a envie de travailler ensemble, c'est nécessaire, il faut qu'on le fasse. Mais faire saisir en fait qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ce n'est pas un front de lutte unitaire, c'est pas toujours facile. Parce que comme je disais, c'est des collectifs, des bases syndicales, voilà, des organisations qui ont leur agenda, qui doivent se retrouver ensemble. Le but, c'est pas de recoller tous ces collectifs pour créer un nouveau collectif. On se retrouve pour être dans l'action, pour être dans la lutte, pas pour essayer de se mettre d'accord sur des grandes questions philosophiques et stratégiques. En fait, on veut être dans le mouvement, vraiment dans l'action. C'est pas pour ça qu'on n'a pas des désaccords, évidemment, et qu'on n'en parle pas. Mais par exemple, on essaye de ne pas se démobiliser en commençant par exemple, la rédaction d'une charte de valeurs. Parce que ça vraiment, ça nous fige et ça nous met dans l'inertie et ça nous empêche d'être actives. C'est ce qui se passe par exemple typiquement avec la plateforme associative Mirabal qui organise la manifestation contre les violences sexistes et sexuelles du 25 novembre. C'est lent, ça n'avance pas. Les réunions sont, désolée, extrêmement chiantes parce que personne n'arrive en fait à dépasser en fait ce truc de non mais il faut absolument qu'on soit d'accord sur les valeurs qu'on met dans la charte. En fait l'urgence elle n'est pas là. Généralement, on se connaît aussi entre collectifs, on sait qu'on peut être capable de travailler sur certaines questions sur lesquelles on est d'accord, donc on va se concentrer sur ces sujets-là sur lesquels on est d'accord. Et en fait, c'est vraiment ce travail commun, collectif, qui fait qu'au fur et à mesure du temps, on accorde nos violons et on est capable d'aborder en fait ce qui peuvent être des sujets de discorde. Voilà. Mais ça se fait vraiment en continuant à être dans le mouvement et c'est ça qui est extrêmement important. Et en fait, l'avantage aussi des fronts unitaires comme ça, comme je disais, vu que ça permet de vraiment rassembler, de se donner confiance aussi et de montrer, enfin c'est assez galvanisant de se dire qu'on est capable d'organiser des actions, d'aller chercher des personnes, de les mobiliser pour faire quelque chose. On se sent moins comme Don Quichotte qui se bat contre les moulins, quoi, vraiment, ça aide.
Et aussi, c'est vraiment... c'est cet aspect de vraiment, c'est une politique par le bas, vraiment créée par des personnes où il n'y a pas une association qui va diriger en fait. Dans les faits, évidemment, il y a toujours des personnes et des collectifs qui vont plus tirer que d'autres, qui vont plus s'y investir que d'autres, mais c'est pas pour ça que c'est ces collectifs-là qui ont le contrôle, vu que tout est vraiment fait sur des dynamiques communes. Et donc pour moi, c'est ça aussi qui participe à... On parlait de renforcer les marges tout à l'heure, ça y participe vraiment. Voilà. La question aussi, c'est toujours, quand on fait des fronts unitaires comme ça, c'est où est-ce qu'on place en fait le curseur de la radicalité de nos revendications. À la gauche anticapitaliste et en tant que féministe anticapitaliste, ce que nous, on préconise, en fait, c'est de passer par des revendications transitoires, pas pour ramollir justement le mouvement social, loin de là, mais justement pour pouvoir arracher des premières victoires qui seront plus faciles à arracher avec des revendications moins radicales, si on peut dire. Et après ça, on sait très bien qu'on a comme horizon d'aller vers une chose, faire des choses qui vont plus loin. Par exemple, ici, exemple très concret, avec le Front féministe unitaire, au niveau de l'avortement, on revendiquait 18 semaines pour avoir accès à l'avortement. Sauf que dans les faits, notre revendication, par exemple, en tant que féministe anticapitaliste, c'est 24 semaines, comme aux Pays-Bas, par exemple. Sauf que, restons réalistes, concrètement, ça peut risquer de faire peur. Donc, d'où cette idée des étapes intermédiaires pour coaliser aussi un maximum d'associations, d'organisations, de collectifs autour de ces questions-là, pour faire nombre. Parce que sans nombre, on ne peut pas faire la lutte, on ne peut pas créer le rapport de force sans se mettre ensemble, en fait, tout simplement. Oui. Et c'est vrai que... en tant que front féministe unitaire, il faut garder en tête aussi que ça reste des dynamiques qui sont souples, et vu que, comme je disais, on se rassemble pour se mettre dans l'action, y a des collectifs qui vont venir, d'autres qui vont partir, d'autres qui vont revenir plus tard, et c'est le but aussi. Il y a clairement, ça ajoute des enjeux dans la lutte, d'être dans des choses qui sont souples comme ça, mais c'est ça aussi en fait qui fait la force de ces collectifs-là, c'est de se dire qu'il y a une ouverture et de la place pour ça, pour que ça bouge, et que ce soit pas figé. Voilà. Où est-ce que je peux aller Oui. En vrai, je suis allée super vite. J'ai fait le tour de pas mal de choses. L'avantage aussi, en fait, je pense, des fronts unitaires de lutte, c'est qu'on ne peut pas être non plus tout le temps dans l'offensive. Des fois, la situation politique est telle qu'on reste plutôt sur des modes défensifs. Mais ce qui reste, en fait, particulièrement utile aussi quand on lutte, pour éviter justement la démotivation, rester ensemble, continuer à se voir, etc. Et à se dire que c'est déjà, en fait, très bien d'avoir pu empêcher l'adoption de telle ou telle loi et que pour certains moments politiques, c'est suffisant. La droite aussi n'a vraiment aucun mal, et l'extrême droite, elles n'ont aucun mal à s'organiser. Du coup, on sent l'intérêt que nous avons du côté gauche du spectre politique à faire la même chose et à vraiment venir avec des discours alternatifs, proposer des alternatives, montrer qu'elles sont là, qu'elles existent, prendre la place pour ne pas que la droite et l'extrême droite la prennent, notamment ici aussi au niveau des luttes féministes. Un problème qui a été créé en fait avec le gouvernement Vivaldi, il y a eu Écolo dans le gouvernement Vivaldi, je vous apprends rien, Écolo qui a beaucoup de sympathie en fait pour le milieu associatif, donc voilà, et dans un premier temps il y a eu ce mouvement de ah mais c'est chouette, il y a Écolo au gouvernement, ça va nous donner une ouverture pour faire plus de choses, on va avoir du soutien en tant qu'asso féministes qui faisons un travail concret de terrain hyper important. Et ça a mené en fait à une espèce de dépendance à Écolo et un peu de se caler sur des standards d'écolo, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'apathie et de ramollissement du mouvement féministe, c'est parce qu'en fait il y a eu cette espèce de calque sur une ligne voilà, d'écolo, et maintenant ici que Écolo n'est plus là, il y a plein de choses qu'ils ont mises en place qui risquent de disparaître avec le futur gouvernement de droite qu'on va avoir. Et résultat, on fait quoi? Est-ce qu'on essaie de continuer à courir après la droite en sachant très bien qu'on n'obtiendra rien? Ou est-ce qu'on s'organise dans nos propres réseaux pour en fait radicaliser le discours qui est porté et élargir la fenêtre de ce qui est dissible et entendable? Et l'enjeu, il est vraiment là, je pense. Voilà.
J'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais dire en fait. J'ai été super efficace. Merci. Oui, ça c'est une chose que j'avais déjà évoquée et que j'ai notée pendant que les autres personnes parlaient. C'est, bah oui, comment on reconstruit une gauche, en redynamisant les luttes en fait aussi et en y allant, en testant des choses. C'était pas tout rose. Ici, l'expérience du Front féministe unitaire, comme je disais, c'était pas évident de faire comprendre qu'est-ce que c'était une dynamique de front unitaire. Et donc parfois, ça génère aussi de la frustration chez certaines personnes, chez certains collectifs, et c'est pas évident. Et par exemple, c'est pas non plus évident de ramener... Enfin, ici, on a vraiment essayé de travailler aussi avec des bases syndicales aussi par rapport à la manifestation qu'on a faite pour l'avortement. Enfin, pour défendre une loi plus progressiste sur l'avortement. Et c'était pas toujours évident. La personne, elle venait, elle disait « Oui, moi je suis tout à fait d'accord, mais je peux pas m'engager au nom du syndicat. » Et donc ça, c'était un peu embêtant aussi. Et ça a été évoqué tantôt aussi que c'était pas toujours évident. Et là, on s'est dit, il y a clairement aussi un travail à faire avec les syndicats pour voir en fait comment un peu retirer le discours un peu plus vers la gauche et vers la lutte et la pratique de la lutte dans le milieu syndical, ce qui est extrêmement important parce que on peut pas s'en passer en fait de la lutte avec les syndicats, je pense aussi. Voilà. Pour éviter aussi de refaire que des trucs comme, des manifs très institutionnels, un peu plan-plan, où il se passe pas grand-chose et où en fait les revendications elles sont vraiment au niveau le plus bas. Et donc en fait c'est vraiment repolitiser nos pratiques de lutte aussi peut-être plus concrètement. Donc voilà. Là je pense que j'ai vraiment fait le tour. Merci. J'ai même pas eu besoin du papier. Aline et Clément. Oui. Donc pour commencer, d'abord situer ce que c'est la CAB. Moi je suis toute nouvelle dans la CAB, je suis arrivée il y a quelques mois donc je vais faire de mon mieux, mais Clément me complétera. Donc la CAB c'est quoi? C'est 40 signataires, c'est une coordination qui rassemble en fait des syndicats, des collectifs, des associations et des fronts antifascistes. Donc, en même temps, il y a une diversité politique, mais il y a aussi une diversité de tactiques d'action et de mobilisation. Donc, en fait, nous, notre objectif, c'était que les collectifs de gauche s'assemblent et se coordonnent pour pouvoir agir et lutter contre l'extrême droite dans un premier temps, mais la droite dans un second temps, parce qu'on s'est mis d'accord quand la coordination antifasciste de Belgique a été créée, que la droite était quelque chose contre lequel on devait lutter aussi parce qu'en fait elle faisait passerelle à l'extrême droite. Et donc je vais te laisser compléter. Ouais, c'est ça. Techniquement, je suis aussi tout nouveau dans la CAB, parce que la CAB est toute nouvelle. On a été fondé du coup le 17 février, donc c'est vraiment il n'y a pas si longtemps. On a 8 mois de travail en fait. On a 8 mois de travail. Et c'est en fait la première fois qu'on a une coordination nationale depuis 30 ans qui tient un peu plus de 3 mois. Quoi. Donc on a quand même déjà un bon bilan rien que là. Mais à notre fondation, de toute façon, on part du constat que la Belgique c'est compliqué. On a une grosse différence entre la Wallonie et la Flandre en termes de progression de l'extrême droite. Là où on arrive à maintenir l'extrême droite en Wallonie, en tout cas l'extrême droite organisée, à un état plus ou moins minimal. En Flandre, elle se prolifère, se développe et se structure assez rapidement. Et donc on vient à la conclusion qu'il nous faut une force nationale qui travaille dans tout le pays. Mais donc un point qui a été central, comme Aline a dit, on a une grosse diversité politique dans ce front-là. Et dans les statuts de fondation, on précise d'emblée que combattre l'extrême droite pour nous, c'est aussi combattre le racisme, c'est combattre le capitalisme, c'est combattre le patriarcat et les oppressions de genre. Et ça se reflète très clairement dans les signataires, les 40 signataires qu'on a. Il y a le fait qu'il y a des partis, il y a des syndicats, il y a des ASBL, puis il y a des gens qui font de l'éducation permanente, et des gens qui sont sur les luttes féministes spécifiquement, des luttes écologistes, etc. Et donc nous, l'objectif qu'on a eu tout de suite, c'est de multiplier la participation antifasciste, renforcer ces luttes-là un peu partout. Donc on fait des blocs antifascistes en manif
antiraciste en Manif Palestine, on a fait un bloc antifasciste dans la Pride, etc. Et c'est un peu dans l'idée cette idée au final, de faire sauter le créneau stéréotypique des antifas qui combattent juste le fascisme ou l'espèce de pointe super aussi stéréotypique du fasciste, quoi. Donc, oui, je pense que c'est important de le dire quand on présente la CAP, c'est que on a la volonté de faire sauter cette espèce de cloison que les gens mettent entre les bulletins. Pour nous, ça n'a aucun sens. Maintenant, ouais, pour rebondir sur ce que Marianne disait, peut-être sur plus comment on fait. En effet, c'est beaucoup de monde avec beaucoup de désaccords. Et ce qu'on a tout de suite aussi voulu faire, c'est éviter de tomber dans l'écueil de l'alliance sans principe. Une espèce de grande alliance sans principe où au final on ne fâche personne, mais en même temps on dit rien non plus. Donc de fait, il a fallu, dans notre diversité politique, trouver quand même une forme de base idéologique sur laquelle on pouvait s'appuyer pour rien que présenter quelque chose à un public plus large, quoi. Mais ça, je suis d'accord qu'il faut en effet ne pas s'embourber dans ces débats-là, mais l'expérience antifasciste qu'on a eue assez rapidement nationalement nous a permis, au lieu de chercher des accords politiques les uns les autres, au final, de regarder ce qu'on avait déjà. Et en fait, cette base idéologique, elle s'est plus imposée à nous qu'autre chose. C'est de fait la défense des droits LGBTQIA+, la défense des sans-papiers, la lutte contre les discriminations de genre, etc. Ou même simplement le parallèle avec la lutte sociale, le soutien aux grèves des salariés, ou simplement la lutte contre la répression policière. C'est des choses qui sont plus imposées à nous que simplement des espèces de théories avec lesquelles tout le monde est venu et qu'on a essayé de faire un mêle-tout, quoi. Mais oui, je pense on peut peut-être parler du nouveau gouvernement. Oui, donc on partage totalement l'analyse qu'ont fait les autres intervenantes. On partage cette vision de la catastrophe que le nouveau gouvernement fédéral va être et les nouveaux gouvernements régionaux. Sur le point de vue social, sur le point de vue des discriminations de genre, sur le sexisme et le racisme, le mauvais traitement des personnes sans papier et ce genre de choses. Nous, notre vision des choses, du coup, c'est que l'organisation qu'on doit avoir, c'est pas seulement avoir des débats et gérer ça de manière passive, mais c'est quelque chose de concret, donc il faut vraiment installer un rapport de force, comme on a dit tantôt, et donc se mobiliser en groupe. Ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, que j'ai pas trop trouvé mes mots, c'est que du coup la CAP c'est aussi un réseau qui permet à tous les collectifs d'agir rapidement quand il se passe quelque chose. Et donc voilà, mais nous on voit vraiment ça comme une mobilisation de masse qu'il faut vraiment installer un rapport de force. Oui, je pense que ça va, je vais compléter exactement dans le même sens, c'est-à-dire que oui, c'est très concret. À nouveau, le fascisme n'est pas une espèce de truc qui apparaît comme ça de nulle part. C'est en effet construit progressivement, on crée une atmosphère et c'est au final profondément ancré dans les rapports de force du pays. En l'occurrence, quand la lutte sociale faiblit, l'extrême droite grandit et même en fait le camp général de la droite se permet d'aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire que de fait, à partir du moment où n'arrive pas, notre camp social n'arrive pas à réellement se mobiliser, que ça soit des libéraux, que ça soit l'extrême droite, que ça soit même simplement des gens un peu malléables dans les gouvernements, ces gens-là ne se gênent pas du tout pour passer les trucs les plus immondes qui puissent exister. Et en effet, on pense que ce serait contre-productif, notamment en période électorale, de commencer à taper sur la gauche à tout va, etc. Mais de l'autre côté, on part du principe qu'il y a un bilan à tirer et être relativement quand même intransigeant vis-à-vis de ça. Je pense, Daniel parlait de la répression politique, notamment Chevrat, Code Rouge, etc. Nous, la répression politique, on l'a senti assez concrètement dans les 8 derniers mois. On a eu des arrestations à Gilly, on a passé en l'occurrence 23 heures en cellule à Gilly, on a eu des camarades qui ont passé plus de 6 heures en cellule à Liège. Et tout ça arrive sous un gouvernement, une majorité avec en effet des forces de gauche, des forces de droite, des forces du centre,
Et sur ça, en effet, on n'est pas spécialement pour voiler la face. En l'occurrence, on cible, et souvent on le fait dans les appels de manif, aussi la passivité de certains au gouvernement, notamment sur la question de la répression. La FGTB s'est mobilisée sur l'atteinte méchante à l'autorité de l'État, qui a été une victoire. C'est-à-dire qu'il y avait une réforme du code pénal avec une espèce d'article pour empêcher certaines personnes d'aller en manifestation, interdire de manifestation à certaines personnes. Ça a été combattu dans la rue. Ça, c'est plus ou moins passé. Par contre, quelques mois plus tard, il y a eu une autre réforme du code pénal qui a notamment ciblé la désobéissance civile. Et ça, c'est passé. Tout le monde a voté pour. Écolo, PS, tout le monde a voté pour. En l'occurrence, on parle de code rouge. Typiquement, c'est exactement ce type d'action qui est ciblé dans la réforme du code pénal. Mais donc oui, pareil sur la question des centres fermés, des sans-papiers. On rappelle régulièrement à l'anniversaire que Votem a été ouvert par le PS et des chrétiens, que le centre à Jumet à Charleroi est ouvert par la Vivaldi. Et donc oui, en effet, on a besoin de cette dynamique de front, mais en tirant aussi les leçons de nos échecs. Ouais. Tu veux ajouter quelque chose sur le gouvernement Carrière? Pas vraiment sur le gouvernement, mais sur ce qu'on essaie de faire contre aussi, peut-être. Donc, oui, voilà, on a parlé de la campagne qui a été menée par Marie Boucher et le MR et la droite, l'extrême droite de manière générale en Belgique. Moi, j'aimerais surtout insister sur le fait que, globalement, les collectifs et les fronts de gauche aiment intellectualiser la lutte, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, globalement, là, typiquement, très peu de personnes, un mercredi soir, se disent je vais venir voir un débat à la droite et l'extrême droite. Très peu de personnes se disent ça. Là, on est entre personnes convaincues, quoi, c'est ça que je veux dire. Donc, on essaye aussi, via les réseaux sociaux, via le tractage, etc., de toucher des personnes qui ne sont pas forcément touchées par ça, qui n'ont pas forcément le temps de participer à ce genre d'événement. Et c'est aussi un truc qu'on essaye de faire avec la CAB, faire vivre les collectifs sur Internet et dans la vie de tous les jours, dans les médias. Oui, aussi pour se projeter un peu dans ce que c'est concrètement aussi un front. Je reviens sur nos 6 mois de bilan. On a fait plein de trucs. Notre plus gros succès, c'était des grosses manifs en juin, juste après les élections. Alors, ces manifs, elles arrivent. On a une grosse manif à Liège de 4000 personnes, une à Bruxelles de 10 000 personnes qui arrivent donc le 11 et le 14 juin. Et le 16. Et typiquement, ouais, ces manifs, elles marchent pour plein de raisons. Notamment parce que on était extrêmement préparés. On s'est organisé, on a fait plein de réunions. Il faut faire des réunions de temps en temps, on fait plein de réunions. Mais du coup, on avait un organe quand même relativement solide pour accueillir cette opportunité-là. On avait prévu qu'il y avait une opportunité à prendre juste après les élections, parce qu'il y avait à avoir un pic de l'extrême droite en Europe. La droite allait performer aussi en Belgique. Et puis après ça, on s'est aussi préparé politiquement à amener un appel qui, en effet, ciblait à la fois la droite et l'extrême droite sur tous les secteurs qui allaient régresser. On parlait déjà du coup en juin des droits LGBT, des sans-papiers, de l'écologie, de la lutte sociale et au final de la répression, notamment des libertés syndicales, etc. Et donc ça a été en effet un gros succès. Sur chez nous aussi, on a développé une campagne assez large, c'est-à-dire qu'on les a poursuivis partout. Hein. Il n'avait vraiment aucun endroit pour se cacher. On les a vraiment suivis à Liège, à Huy, à Mons, à Charleroi, à Namur, À Verviers, à Amet, on est allé à Tournai. Et disons que vraiment, il y avait vraiment très très peu d'endroits. Et en l'occurrence, ça a joué en effet dans leur extinction à présent, la scission sur scission, et puis les derniers s'en vont progressivement. Mais oui, et puis coordination nationale, il y a eu toutes les actions en Flandre, ou pour nous, Wallons, enfin en tout cas ici, maintenant, la question qu'on se pose le plus, c'est comment est-ce que nous, ici, on peut soutenir la Flandre. Et de fait, on a aussi, on est intervenu à Leuven, où au final, il y a eu des sanctions historiques contre le cercle d'extrême droite, le NSV, où le NSV a été interdit d'utiliser les locaux de l'université, et l'université a porté plainte contre Dries Van Langenhoven. Puis, pareil, à Anvers, à nouveau, des actions contre le NSV et le Vorpost. Mais donc,
Ouais, peut-être parler de la multitude de tactiques. Oui, c'est ça. Donc, on a dit qu'il y avait une diversité de tactiques et des modes d'action. Donc, d'abord, il y a les manifs de masse qu'on a organisées en juin, donc tout le monde en parlait. Il y a la manif du 20 octobre qui a eu lieu dimanche. Il y a les manifs qu'on fait en France qui sont souvent plutôt des contre-manifs contre le NSV et contre Workpost en septembre. On organisait aussi des actions directes, donc notamment l'action directe contre chez nous qui a eu lieu à Gilly et qui a malheureusement conduit à des arrestations. On est aussi allé à Oui parce qu'il y avait un rassemblement des gens de chez nous encore dans un bar, donc on est allé se poser devant un bar avec des banderoles. Et sinon, on organise aussi beaucoup d'actions numériques. Donc on fait des envois massifs de mails. Notamment, on a fait ça contre la NatCon. Donc la NatCon, c'était une conférence qui réunissait tous les grands leaders de l'extrême droite européens. Et donc, ils ont dû changer 3 fois d'endroit. Finalement, ça s'est fait au Claridge. Et donc, à ce moment-là, on s'est mobilisé, on allait se mettre dans la rue du Claridge pour montrer notre mécontentement. Et donc, ça a engendré des problèmes. Certains intervenants n'ont pas pu rentrer, donc ça, c'était une petite victoire. Mais donc, c'est les choses qu'on fait régulièrement. On a aussi fait une action numérique pour dénoncer le fait que beaucoup de membres de chez nous se retrouvaient maintenant au MR, maintenant que chez nous est Nord. Enfin, presque. Et donc voilà, du coup ça permet à un maximum de personnes qui ont du temps, qui ont moins de temps, de s'investir comme ils peuvent. Et les actions numériques, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Hein. C'est-à-dire que moi je gère l'insta du front antifasciste aussi. Alors, je passe un temps fou à faire des posts sur Canva, etc. Il y a 15 personnes qui les voient, c'est assez frustrant. Mais disons que maintenant qu'on a un réseau national, pour le coup, on peut facilement envoyer des centaines de mails à un hôtel qui accueille une conférence d'extrême droite. Et ça a marché, en effet, la NatCon, il y a eu à l'aéroport de Liège, il y a eu l'AFD qui venait à Bruxelles, on leur a fait sauter leur réservation aussi. Mais disons qu'en effet, on a accès maintenant à un panel, grâce au front, à un panel beaucoup plus large de modes d'action. Et on arrive à concilier des gens qui agissent complètement différemment. Et ça fait, cette expérience-là aussi est un peu la preuve qu'on peut quand même tous travailler ensemble à un moment donné. Et que certains discours qu'on peut parfois retrouver à gauche, ah là là, il y a des anards, ils viennent masquer, ou ça va faire fuir les autres si on voit un black bloc. Et puis de l'autre côté aussi, oh là là, les syndicalistes qui viennent, qui font aucunement attention à la sécurité, ou alors qui préviennent à chaque fois la police quand on arrive. De fait, nous, au travers en effet une forme de bonne volonté de travailler ensemble, on peut prouver que c'est possible. Hein. Peut-être pour conclure aussi, oui, de toute façon, nous, la conclusion à laquelle on arrive, de toute façon, avec le nouveau gouvernement, c'est qu'il y a une forme de nécessité de s'organiser. S'organiser, c'est très concret, hein, c'est très concret, c'est se parler, faire des réunions, des discussions. Et puis, à un moment donné, s'unir dans la lutte, donc passer aussi à l'offensive, parce qu'on peut retarder la progression de l'extrême droite, on peut les chasser de tous les endroits qu'on veut. Si on n'adresse pas, à un moment donné, le problème de fond de la croissance de l'extrême droite qui se nourrit sur la misère dans laquelle nous pousse le capitalisme, on n'arrivera en effet jamais à réellement éradiquer l'extrême droite. Du coup, la question de l'antifascisme induit de fait de ne pas l'isoler du problème plus global de la question sociale. Tu veux ajouter un mot ? Merci.